Le jour où j'ai décidé de disparaître, il faisait encore trop beau pour ce que je ressentais. Le monde entier semblait vibrer de vie, tandis qu'en moi une seule question me taraudait. Si je perdais tout, même la mémoire, est-ce que quelqu'un m'aimerait encore? Cette idée m'effrayait et m'attirait à la fois. Car, après avoir tant donné, je ne savais plus si ce que je recevais était de l'amour ou de la facilité. Tout a commencé par un silence. Pas un silence ordinaire, mais celui qui s'installe entre deux personnes dormant dans le même lit et ne se reconnaissant plus. Un silence lourd, odorant, tangible. Son regard a changé le premier, froid, distant, comme si j'étais une visiteuse qui s'était attardée. Les mots sont venus ensuite, dissimulés sous des airs d'insouciance, de fatigue. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et moi, comme toujours, j'ai pardonné. Jusqu'au jour où j'ai compris que je pardonnais seul. C'est alors que le plan a germé en moi, petit, comme une étincelle dans la nuit. Je ferai semblant d'avoir perdu la mémoire. Je ferai semblant d'oublier tout, son nom, nos promesses, même nos disputes. Et je verrai, de mes propres yeux, qui resterait vraiment à mes côtés quand je ne serais plus utile. Qui se soucierait de moi quand l'amour n'aurait plus de nom ni d'obligation. Mais malgré tous mes efforts pour m'y préparer, je n'étais pas prête à ce que j'ai découvert. Car la vérité, lorsqu'elle se révèle, n'arrive jamais seule. Elle s'accompagne d'odeurs, de visages, de souvenirs à jamais perdus. Et parfois, le prix à payer pour connaître le cœur des autres, c'est de réaliser à quel point le nôtre a déjà été bafoué. Je me souviens de l'hôpital. Le bruit incessant des moniteurs. Le blanc éclatant des murs. J'ai ouvert les yeux et j'ai fait semblant de ne reconnaître personne. Il était là, immobile, figé, essayant de sourire, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Et, derrière ce masque d'inquiétude, il y avait quelque chose de différent. Un soulagement qui me transperçait plus que n'importe quel mensonge. Comment peut-on paraître si léger quand on croit qu'on a oublié qui l'on est? C'est à ce moment précis que j'ai compris le pouvoir de l'oubli. J'avais l'impression d'observer ma propre vie de l'extérieur, comme si j'étais spectateur d'une pièce de théâtre mal répétée. Les gens autour de moi se dévoilaient sans même s'en rendre compte. Certains éprouvaient de la pitié, d'autres, de l'intérêt. Mais l'amour, le véritable amour, ne s'est pas manifesté immédiatement. Parfois, pour voir qui nous aime vraiment, il faut éteindre la lumière. Car lorsque les ténèbres tombent, seuls demeurent ceux qui possèdent encore une lumière intérieure. Et j'étais sur le point de découvrir qui, parmi tous, brillait encore pour moi. Le jeu avait commencé. Et cette fois, je ne serais plus la femme qui attendait d'être aimée. Je serais celle qui observe, qui met à l'épreuve, qui découvre. Après tout, qui pourrait vraiment m'aimer si j'oubliais qui j'étais? Le premier jour de mon oubli fut le plus difficile. Faire semblant de ne pas reconnaître les personnes qui avaient fait partie de ma vie exigeait un calme presque surhumain. Chaque visage qui s'approchait me semblait un miroir brisé. J'y voyais des fragments de moi-même, mais rien ne s'emboîtait parfaitement. Lui, mon mari, était assis à mes côtés sur le lit d'hôpital, l'air impassible, comme s'il jouait le rôle d'un homme inquiet. Ses yeux ne tremblaient pas, et c'est précisément ce qui me blessait, cette sérénité. Comment peut-on rester aussi calme face à la perte de l'être aimé? Les infirmières allaient et venaient en chuchotant, me regardant avec un mélange de pitié et de curiosité. L'une d'elles m'a demandé si je me souvenais de quoi que ce soit. Absolument rien. Non, ai-je répondu, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Parce que, pour la première fois, j'avais dit la vérité. Je ne me souvenais vraiment plus de ce que c'était que d'être aimé. Les jours suivants, il revint plusieurs fois, toujours avec des fleurs. Des roses rouges, comme celles qu'il m'avait offertes pour notre premier anniversaire. Je les regardais et me souvenais de ce qui avait suivi, les épines. Ces visites étaient devenues prévisibles, comme un rituel, une façon de sauver les apparences. Il me parlait comme à une étrangère, et c'est peut-être ce que j'étais devenue. Une femme sans passé, mais avec un regard neuf capable de voir ce que j'avais ignoré jusque-là. Ma fille, en revanche, a tardé à arriver. Quand elle est enfin arrivée, elle avait toujours ce même regard coupable, ce même regard que j'avais vu tant de fois en la voyant grandir et prendre ses distances. Elle m'a serré dans ses bras trop vite, comme si elle était pressée de remplir un devoir. J'ai fermé les yeux et j'ai compris que son affection n'était pas sincère, mais forcée. Et cela m'a fait plus mal que n'importe quel oubli. C'est alors que j'ai commencé à observer. Chaque geste, chaque mot prononcé devant moi. Ma famille était réunie dans ma chambre d'hôpital comme si elle assistait à une triste représentation. Ils parlaient de moi comme si je n'existais pas. Elle ne se souvient même plus du testament.
ai-je entendu mon beau-frère murmurer. Cette phrase m'a foudroyé. En une fraction de seconde, j'ai compris toute la gravité de la situation. Je n'avais pas perdu la mémoire, mais il semblait avoir perdu toute honte. Les visites suivantes furent différentes. Son sourire, l'inquiétude de ma fille, les questions de mon beau-frère, tout prenait un poids que je savais désormais déchiffrer. À chaque mensonge, je souriais doucement, feignant d'y croire. Et à chaque sourire, la peur grandissait dans leurs yeux. Car, au fond, ceux qui simulent l'oubli commencent à voir ce qui était auparavant caché. La nuit, dans le silence de l'hôpital, je pensais à l'ironie de la situation. Ce n'est qu'en faisant semblant de ne pas me souvenir que j'ai commencé à comprendre combien de temps j'avais été oublié. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car ils savent ce que c'est que de vivre entouré de personnes qui ne s'approchent que par intérêt. Dans la pièce obscure, le bip des moniteurs était ma seule compagnie. À chaque signal, je réfléchissais à comment transformer cette douleur en stratégie. Comment découvrir jusqu'où ils iraient, me croyant désormais l'ombre de moi-même. Et, tandis que le monde dormait, je décidai que la femme qui se réveillerait le lendemain serait différente, non pas celle qui avait trop aimé, mais celle qui aurait appris à laisser l'amour se déployer naturellement. Après tout, feindre l'oubli n'est pas la même chose qu'être perdu. Parfois, c'est simplement le moyen le plus discret de découvrir la vérité. Et je savais qu'il y avait encore tant à découvrir, assez pour bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir de moi. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital comme une lame dorée tranchant les murs blancs. Je faisais semblant de dormir, mais j'entendais tout ce qui se disait dehors. Des voix basses et tendues, et le bruit caractéristique de papier manipulé. C'était le même ton de conversation qui apparaissait toujours quand il était question d'argent, prudent, presque respectueux, mais teinté d'arrière-pensée. J'ai reconnu la voix de mon mari, ferme et calculatrice, et une autre que je ne m'attendais pas à entendre. Celle de ma fille. Si elle ne se souvient de rien, l'avocat ne pourra rien prouver, a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Elle a murmuré, c'est mieux ainsi, papa, moins elle se souvient, mieux c'est pour nous. Un instant, j'ai oublié que je faisais semblant. J'ai senti mon corps réagir, ma respiration s'accélérer. Mon instinct réclamait justice, mais la raison me retenait. Le plan n'était pas encore terminé. J'ai fermé les yeux très fort et laissé le son de la trahison résonner en moi jusqu'à ce qu'il devienne une force motrice. Je n'étais plus une victime, j'étais une espionne. Une femme invisible, prisonnière de sa propre histoire. L'après-midi, lorsqu'ils revinrent dans la chambre, je savais déjà ce que je devais faire. La lumière était douce, presque accueillante, et pourtant tout ressemblait à un théâtre mal éclairé. Il s'approcha avec un sourire prudent, le genre de sourire qui cherche à jauger jusqu'où il peut mentir sans se faire prendre. « Tu te sens mieux aujourd'hui, mon amour ?» demanda-t-il en ajustant le drap de main qui semblait propre, mais qui portait le poids du mensonge. Je le regardai un instant, feignant de ne pas comprendre. « Mon amour » murmurai-je. « Qui êtes-vous » Son regard vacilla, une fraction de seconde, mais suffisamment pour que je perçoive son malaise. Il ne s'attendait pas à ce que le rôle d'époux aimant pèse si lourd sur lui. Ma fille se tenait là, les bras croisés, le regard détourné. Le silence entre nous était pesant, presque palpable. Elle tenait son portable entre ses mains, et je vis, reflété sur l'écran, un message qu'elle avait reçu. A-t-il effectué le virement ? Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était du vol. Et moi, la femme soi-disant amnésique, j'étais la proie. Les jours suivants, leurs visites se firent plus rares. Parfois, ils envoyaient des fleurs, parfois rien. Je me mis à arpenter les couloirs de l'hôpital, observant. Les infirmières chuchotaient, les médecins me regardaient avec curiosité, mais cela m'était indifférent. Chaque pas était une répétition générale pour la femme que j'allais devenir. Un après-midi, une infirmière a laissé tomber mon dossier médical sur mon lit. Une simple erreur. À l'intérieur, j'ai vu mon nom et une note manuscrite. Sortie prévue, la famille demande le transfert des biens en raison de l'incapacité. C'en était trop. Ce qui n'était que feinte s'est mué en conviction. Il me fallait continuer le jeu, mais désormais, c'est moi qui dicterai les règles. J'ai demandé à voir l'avocat de la famille. Dès son entrée, il exhalait une odeur de papier et de secret. J'ai feint la confusion, lui demandant ce que signifiaient transfert et autorisation. Il m'a expliqué, avec une patience forcée, qu'il s'agissait simplement d'une procédure pour me protéger.
J'ai hoché la tête, les regardé droit dans les yeux et lui ai dit d'une voix faible. Puis-je vous faire confiance? Il a souri, convaincu. Bien sûr que vous pouvez. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la veille, j'avais laissé un message à mon ancienne secrétaire, une femme que j'avais toujours considérée comme une membre de ma famille et qui allait désormais devenir mon allié. Elle recevrait toutes les copies des documents signés. Ce qu'ils appelaient incompétence, je l'appelais un piège. Les jours s'éternisaient, et ma mascarade s'enracinait profondément. À chaque nouveau geste de fausse compassion, je notais mentalement ce qu'il me faudrait utiliser ensuite. Son sourire quand il pensait que je ne le regardais pas. La façon dont ma fille évitait tout contact. Leurs adieux, toujours les yeux rivés sur l'horloge, comme s'ils comptaient les secondes avant la récompense finale. Il y eut une nuit particulièrement longue, où l'hôpital était plongé dans un silence absolu. Le vent fouettait les vitres et je me sentais cerné par des fantômes. Je me demandais si j'étais encore capable d'aimer ces gens, si la femme qui croyait en leur bonté existait encore en moi. La réponse me vint sous la forme du calme. Je pouvais pardonner, mais jamais oublier. Et à cet instant précis, fixant le plafond blanc et entendant le bruit lointain des pas des infirmières, je fis une promesse silencieuse. Elle croyait prendre soin de moi, mais en réalité, elle révélait tout ce dont elle avait besoin pour creuser leur propre tombe. Et moi, la patiente, j'attendrais le moment propice pour faire ressurgir le souvenir qu'elle redoutait tant, celui qui anéantirait tous les mensonges bâtis sur mon oubli. Le lendemain matin, le ciel semblait s'être réveillé avec moi, lourd, gris, chargé d'une menace imminente. Je ne faisais plus semblant d'être malade, je faisais semblant d'être guéri. Je parcourais les couloirs avec un sourire léger, presque serein, comme quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Ils me croyaient. Et plus je souriais, plus ils étaient convaincus. Le médecin, l'infirmière, même l'avocat, tous voyaient en moi une femme qui avait enfin accepté sa nouvelle vie sans souvenir. Ils étaient loin de se douter que chacun de mes pas était calculé, que chaque regard distrait était un piège. Cet après-midi-là, je suis sorti de l'hôpital. Il est venu me chercher. Il portait une chemise neuve, un vieux parfum, et arborait toujours ce même sourire forcé, celui de quelqu'un qui s'efforce de montrer qu'il est toujours le chef de famille. Sur le chemin du retour, la radio diffusait une musique douce, et le silence entre nous semblait plus profond que la voiture elle-même. Je regardais par la fenêtre, feignant d'admirer la rue, mais je n'observais que son reflet dans la vitre. La façon dont il serrait le volant, crispé, son regard inquiet, ses doigts qui tapotaient nerveusement, rythmés par la peur. Voilà comment se manifeste la culpabilité, agitée, impatiente, transpirant sous couvert de contrôle. En rentrant, un parfum de lavande et un sentiment de méfiance m'envahirent. Tout était exactement comme avant, et pourtant différent. Les photos accrochées au mur semblaient m'observer, et un instant, j'eus envie de les arracher. Mais je me retins. L'heure de la confrontation n'était pas encore venue. La maison offrait désormais le décor idéal pour le deuxième acte de ma pièce. Les premiers jours, je l'observais. Ses habitudes, ses conversations, ses horaires. Il partait tôt et rentrait tard, et chaque fois qu'il franchissait le seuil, il portait un parfum différent, doux, bon marché, persistant. Je n'avais pas besoin de feindre la surprise. Je laissais simplement le silence parler. Car il existe des silences qui crient plus fort que n'importe quel scandale. Ma fille, en revanche, semblait éviter la maison. Elle disait être occupée, mais je le savais, elle ne voulait pas me voir. Rongée par la culpabilité, elle se réfugiait derrière la routine. Un jour, j'ai laissé un simple mot sur la table de la cuisine. L'amour ne s'éteint pas avec l'absence, il ne fait que se révéler. Je voulais voir si elle lisait encore ce que j'avais écrit. À mon retour, le papier était déchiré. Parfois, lors des nuits les plus froides, je me demandais si je n'allais pas trop loin. Si la vengeance me rendrait vraiment ce qu'on m'avait pris. Mais alors, je me souvenais de chaque mensonge murmuré, de chaque geste insouciant qui m'avait blessé, et la flamme qui brûlait en moi se rallumait. Il y a des blessures qui n'ont pas besoin d'être guéries, elles ont besoin de justice. J'ai commencé à organiser calmement le plan final. J'ai passé en revue chaque document, chaque preuve, chaque mot enregistré en silence. Et comme par magie, un phénomène étrange s'est produit. J'ai réalisé que, même en faisant semblant, je me libérais en réalité. La femme qu'ils avaient trompée n'existait plus. J'étais une autre, plus entière, plus lucide. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir ce cheminement, laissant une trace silencieuse de leur émotion face à ce message, car ils savent ce que signifie renaître de sa propre souffrance. Une nuit, il pleuvait des cordes.
Les fenêtres vibraient sous le vent, et le bruit des gouttes de pluie sur le toit semblait un avertissement. Il arriva en retard, trempé, avec une excuse quelconque. La lumière vacillait. La maison était presque plongée dans l'obscurité. En entrant dans la chambre, il trouva une enveloppe sur le lit. À l'intérieur, une copie des documents qu'il avait tenté de signer en mon nom. Et un petit mot, de la même écriture qu'il croyait avoir oublié. La mémoire peut dormir, mais elle ne meurt jamais. Je suis resté dans le couloir, à le regarder ouvrir l'enveloppe. Son visage s'est décomposé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la peur dans les yeux de celui qui s'était toujours cru maître de la situation. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si le ciel lui-même voulait être témoin de la scène. Mais il n'était pas encore temps d'agir. Je l'ai laissé sombrer lentement dans le doute, la culpabilité et l'incertitude quant à l'avenir. Le véritable châtiment ne réside pas dans la perte immédiate, mais dans l'attente de l'inévitable. Et je voulais qu'il en ressente chaque seconde. Je suis retourné dans ma chambre, me suis assise devant le miroir et j'ai vu mon reflet sourire. Mon visage était le même, mais mes yeux appartenaient déjà à une autre femme. Une femme qui avait enfin compris que parfois, il faut s'effacer pour mieux briller à nouveau. Et la lumière qui jaillissait alors ne venait ni du pardon ni de la haine. Elle venait de la vérité. Et la vérité, une fois éveillée, ne dort plus jamais. Cette nuit-là, le bruit de la pluie s'estompa jusqu'à n'être plus qu'un murmure lointain, comme si le monde entier avait décidé de me laisser le temps de réfléchir. Il dormait sur le canapé, le visage toujours crispé, les poings serrés comme s'il tentait de s'accrocher à un contrôle qui lui avait échappé. Je l'observais en silence, et quelque chose en moi changea. Ce n'était ni de la pitié, ni de la colère. C'était une étrange lucidité, la perception précise que, lorsque la peur change de camp, l'histoire change aussi de protagoniste. J'ai parcouru la maison sans allumer la lumière. J'ai touché les murs, les objets, les portraits qui me semblaient désormais les fantômes d'une vie qui n'était plus la mienne. À chaque pas, je sentais le mensonge qu'ils avaient tissé autour de moi s'effondrer de lui-même, comme une vieille peinture qui s'écaille. Feindre l'amnésie m'avait appris quelque chose qu'aucun souvenir n'aurait pu me révéler, le pouvoir d'observer l'amour quand il se croit invisible. Les jours suivants, la maison devint plus silencieuse que jamais. Il évitait de me regarder. Sa présence était comme un murmure absent, telle une horloge sans aiguille. Ma fille, après le mot déchiré, commença à réapparaître. Son regard oscillait entre culpabilité et défense. Un jour, elle entra dans la cuisine pendant que je préparais le café et me demanda, incapable de me regarder, « Maman, tu te souviens de moi ?» Je fis une longue pause, laissant la tension monter entre nous, et répondis, « Tout ce qui est oublié n'est pas forcément une perte, parfois c'est une protection. » Elle resta immobile. Je revis dans ses yeux l'enfant que j'avais été, celle qui avait appris très tôt que le silence pouvait être à la fois une arme et un refuge. Après ce jour, ses visites se firent fréquentes. C'était étrange, presque poétique, de voir comment le doute pouvait se muer en bienveillance. Elle m'observait, cherchant peut-être à déchiffrer ce dont je me souvenais vraiment. Et plus elle me regardait, plus la culpabilité rongeait le peu de sécurité qui lui restait. Je n'avais pas besoin de l'accuser. Ma propre conscience s'en chargeait. Entre-temps, il s'efforçait de retrouver une apparence normale. Petits gestes, phrases apprises par cœur, promesses vagues. Mais son corps trahissait ce que sa bouche tentait de dissimuler. Des pas plus lents. Des mains tremblantes. Un regard perdu dans le vague. C'était comme si le poids de ses propres mensonges commençait à le faire flancher. L'homme qui se croyait invincible trébuchait désormais sur ses propres mensonges. Un matin, j'ai trouvé un vieux dossier dans son bureau. Il contenait des documents qui confirmaient ce que je savais déjà. Les virements, les contrats, tout ce qui avait été signé pendant la période où j'étais censé ne rien me rappeler. J'ai précieusement conservé chaque document. Non par vengeance immédiate, mais parce que la vérité a besoin de preuves pour être libératrice. Ce soir-là, je me suis assise sur le perron, observant la rue endormie. Les réverbères projetaient de longues ombres sur le sol humide. Et pour la première fois, j'ai ressenti une sorte de paix. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que je n'avais plus besoin de courir après les réponses. Elles venaient à moi, une à une, poussées par le poids même du mensonge. Mais quelque chose me troublait encore, le regard de ma fille. Quelque chose en elle me disait que cette histoire ne se résumait pas à la cupidité. Il y avait une autre histoire, une force qui la réduisait au silence. Je commençais à me demander si elle aussi avait été manipulée, utilisée dans un jeu plus vaste. Cette même nuit,
Je me suis réveillée en sursaut à cause d'un bruit venant du rez-de-chaussée. Des pas légers, un murmure étouffé. Je suis restée là, à l'écoute. Ce n'était pas lui, le rythme était différent, hésitant, comme celui de quelqu'un qui éprouve plus de culpabilité que de peur. Je suis descendue lentement et je l'ai trouvée là, ma fille, assise à table, son classeur ouvert devant elle. Quand nos regards se sont croisés, elle pleurait en silence. Elle ne dit rien. Elle resta là, immobile, tenant un des papiers, le visage humide. Je m'approchai lentement. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Un instant, la femme qu'elle était devenue disparut, et seule demeurait la petite fille qui m'avait jadis demandé du réconfort. Je m'assis près d'elle. Le tic-tac de l'horloge rythmait le temps qui nous séparait, le temps que le mensonge nous avait volé. Entre deux sanglots, elle a finalement réussi à dire quelque chose. Je ne savais pas qu'il ferait ça, maman. Je pensais que c'était juste un arrangement. Je voulais juste aider. Les mots sortaient brisés, mais ils étaient vrais. Je le sentais. Il n'y avait ni défense, ni excuse. Seulement du regret. Et, même si la colère me submergeait encore, je compris que la vengeance que j'avais imaginée n'aurait peut-être plus la même saveur. Le pire châtiment n'était pas mon plan, mais le poids qu'ils portaient eux-mêmes. Nous sommes restés là, tous les deux, en silence, jusqu'à l'aube. Le ciel s'éclaircissait lentement et la lumière commençait à dessiner des contours sur le sol du salon. Son visage, auparavant tendu, exprimait désormais la sérénité de quelqu'un enfin prêt à affronter la suite. Mais je savais que le pire était à venir. Il ignorait encore tout de ma découverte. Et quand la vérité éclaterait au grand jour, il n'aurait plus aucun déguisement pour le protéger. Toute la maison semblait attendre ce moment, comme si les murs eux-mêmes voulaient être témoins du dénouement d'une histoire qui, si longtemps, s'était écrite dans l'ombre. L'aube entra dans la pièce comme une visiteuse timide, traçant d'abord des lignes nettes sur le sol, puis envahissant les murs jusqu'à caresser nos visages, gonflés par les larmes. Ma fille dormait, appuyée contre la table, la main encore posée sur le classeur ouvert, comme si elle protégeait un animal blessé. Je couvris ses épaules d'un châle et parcourus lentement la maison, sentant chaque fissure, chaque craquement, comme si le lieu lui-même respirait avec moi. L'odeur du café se mêla à la fraîcheur du petit matin, et je compris que, malgré le bouleversement du monde extérieur, à l'intérieur, tout restait tu. La nouvelle lumière faisait briller les objets d'une manière injuste. Trop beau pour ce qu'ils contenaient. J'ai pris une vieille photo et j'ai revu mon ancien sourire. Ferme, confiant, un brin fier d'avoir tant construit de mes propres mains. J'ai repensé aux fois où j'avais détourné le regard pour éviter que l'offense ne dégénère en scandale. Aux fois où j'avais pris une grande inspiration face à un « calme-toi, ce n'est pas si grave », murmuré de cette voix douce qui blesse plus qu'un cri. Il y avait des micro-fissures partout. Dans le bois de la table. Dans le verre du cadre. En moi. Elle se réveilla en sursaut, comme quelqu'un revenant d'un lieu inconnu. Son regard croisa le mien sans qu'on ait besoin de la permission. Elle s'approcha de moi d'un pas. L'étreinte était sèche, mais intense. Il n'y avait aucune promesse dans cette étreinte, seulement une présence. Et parfois, la présence guérit plus que n'importe quelle explication. Nous restâmes ainsi, immobiles, le cœur battant la chamade. Après, nous parlâmes peu. Juste assez pour nous accorder sur l'essentiel. Le chemin du retour ne se fait pas en courant, mais en regardant. Quand elle est allée prendre une douche, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé la rue s'éveiller. Le vendeur de journaux disposait des piles de journaux de travers sur le comptoir. Un bus crachait de la fumée. Un garçon avec un sac à dos trop grand attendait qu'on vienne le chercher. Tout était pareil, et pourtant tout était différent. La peur et l'espoir se mêlaient en moi, comme deux enfants têtus qui se bousculent sur la banquette arrière. Pendant quelques minutes, je me suis sentie légère, soulagée d'avoir enfin entendu la vérité de la bouche de ma fille. Par moments, la tension revenait, me rappelant que cet homme rôdait toujours autour de cette maison, comme quelqu'un qui devait avoir quelque chose à cacher, mais qui se croyait invisible. Au bureau, les rideaux filtraient la lumière entraînée de poussière et d'or. J'ai disposé les papiers rassemblés sur la table, dans l'ordre. Il y avait une logique dans ces délits insignifiants. Une date récurrente, un nom qui semblait déplacé, une valeur toujours ramenée à sa plus simple expression. J'ai effleuré chaque feuille comme on caresse la crinière d'un cheval craintif. Je savais qu'il manquait encore une pièce maîtresse, celle qui fait s'écrouler le château avec élégance, sans vulgarité. Car ce n'est pas la vengeance qui me motive. C'est la justice. C'est remettre chaque chose à sa place. Il se réveilla tard. Le bruit de la douche dans la suite fut le premier signe que le jour s'était levé.
L'odeur de son vieux parfum suivit, mêlée à celle d'un désinfectant bon marché qui ne masquait rien. Lorsqu'il apparut dans la cuisine, son sourire était figé. Il écoutait les conversations du couloir, la main dans la poche, le regard fuyant. Je lui servis le café et remarquai un détail. Il ne supportait pas le silence, et pourtant rien ne me faisait parler. Le calme le désorientait. La lumière sur son visage, cette lumière matinale impitoyable, révélait ce que le miroir domestique choisissait de cacher. La fatigue au coin des yeux, une contraction presque imperceptible de la mâchoire, une peur palpitante. Ma fille est descendue, les cheveux attachés, avec l'air déterminé de quelqu'un qui a décidé de franchir un cap. Je l'ai fait asseoir à côté de moi. Il s'est assis de l'autre côté. Nous formions un triangle, et la table semblait un champ. Elle a essayé de dire quelque chose, mais il a interrompu d'un « on en reparlera plus tard ». Sa main s'est posée sur ma tasse, comme pour marquer son territoire. J'ai reculé d'1 millimètre. Parfois, c'est tout ce qui sépare la dignité de la soumission. 1 millimètre. Je n'ai pas protesté. J'ai laissé ces mots résonner dans l'air jusqu'à ce qu'ils retombent, épuisés. Puis j'ai poussé le premier exemplaire des documents, avec ma signature, tremblante, vers le centre. Je n'ai rien dit. J'ai regardé. Il y eut une seconde haletante. Il reconnut ce qu'il voyait, mais ne trouva aucun moyen de détourner le regard. La lumière frappa son visage de côté et y projeta une ombre qui n'était pas celle d'une lampe, mais celle de sa propre conscience. Ma fille inspira profondément, tout son corps hésitant entre rester et fuir. Je lui retins le poignet sous la table. Un geste imperceptible, une ouverture créée du bout des doigts. Il a essayé la version insouciante, puis la protectrice, puis la tendre. Je les ai toutes laissées passer sans résistance. Les mots qui ne rencontrent aucune résistance s'en mêlent d'eux-mêmes. Le discours s'est effondré, morceau par morceau, jusqu'à redevenir ce qu'il avait toujours été, une vaine tentative de dompter mon intelligence. C'est alors que j'ai compris l'ampleur de la perte et du gain. J'ai perdu trop de temps à attendre d'être lu avec affection. J'ai gagné suffisamment de temps pour apprendre à écrire moi-même avec précision. L'après-midi touchait à sa fin et la maison se divisait en 2 atmosphères. La lumière qui inondait la pièce, porteuse de promesses, et les ombres dans les coins, qui me rappelaient qu'aucune promesse n'est certaine. Je rassemblai le dossier, scotchai les rabats et le rangeai dans l'armoire haute, là où jadis se trouvaient les photos d'anniversaire et les nappes. À côté, je laissai l'espace vide. Je savais que bientôt, quelque chose devrait combler ce vide. Une décision, un nom prononcé en entier, un adieu silencieux. J'ai descendu le couloir et j'ai vu, dans le miroir, 3 versions de nous-mêmes. Celle que nous étions, celle que nous sommes et celle qui nous attend. L'image tremblait légèrement, à cause de vis desserrés. Je les ai resserrés à la main, mais la vibration persistait, venant de l'intérieur. Parfois, ce n'est pas le cadre qu'il faut resserrer, c'est l'histoire. Ce soir-là, avant la nuit noire, je suis descendu sur le balcon avec une couverture. La rue était froide, la voisine du 302 chantait doucement, et l'odeur du pain frais flottait dans le quartier comme un doux souvenir. Ma fille était assise à mes pieds, la tête posée sur mes genoux, comme elle le faisait les jours de fièvre. Je lui ai caressé les cheveux doucement, mèche par mèche, et je lui ai dit ce qui n'était pas écrit, ce que l'on perd en se contentant de miettes par habitude, ce que l'on gagne en reprenant sa place, même si personne ne nous applaudit. Il n'est pas apparu sur le balcon. Il s'est enfermé dans sa chambre, a verrouillé la porte à 2 reprises, a fouillé des valises qui ne menaient nulle part. J'ai entendu la fermeture éclair, le clic du coffre-fort, le bruit d'un verre se brisant sur l'évier. Chaque son était une preuve irréfutable. Toute la maison était au courant. Et pourtant, la maison attendait. Comme quelqu'un qui retient son souffle à l'instant précis où le tonnerre éclate. Quand les premières étoiles ont percé le ciel, j'ai senti la décision frapper à ma porte, sans vouloir l'ouvrir. L'air portait la promesse d'une rupture nette, franche, sans souffrance inutile. Je n'étais pas pressé. J'avais appris que la précipitation donne parfois le champ libre au voleur. Ce que je voulais, ce n'était pas du spectacle, c'était un rituel. Une fin qui honore le commencement. Un passage qui ne briserait plus jamais ma fille. J'ai fermé les yeux et laissé le vent me murmurer son message. Le tissu de la couverture effleurait ma peau comme du sable fin. Les réverbères projetaient de longues ombres sur les arbres, des ombres qui semblaient vouloir toucher notre fenêtre. La ville respirait. Et je respirais avec elle. Avec espoir et crainte. Avec gain et perte. Avec lumière et ombre. À l'intérieur, le téléphone sonna une fois puis se tut.
Un message fut laissé pour plus tard. Ou peut-être jamais. Je me levai, fis signe à ma fille et nous entrâmes. Dans le couloir, la faible lumière était une invitation. Au bout du couloir, une porte close. Derrière, la voix étouffée d'un homme qui se répétait la même excuse jusqu'à y croire. J'effleurai le bois du bout des doigts. Je n'appuyais pas. J'ai laissé le silence parler pour nous, presque tout. Presque. Car il restait encore un dernier fil à tirer, une dernière pièce à retourner, une dernière seconde avant, celle où l'on retient son souffle et où le monde comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. La nuit restait lourde, comme si l'air pesait sur tout ce qui n'avait pas encore été dit. Le bruit de ses pas résonnait doucement dans le couloir, retenu, calculé, comme ceux de quelqu'un qui tente de se convaincre qu'il maîtrise encore son destin. J'écoutais, immobile, chaque bruit se muant en indice. Étrangement, sa peur ne m'effrayait plus, elle me nourrissait. Non pas comme la colère, mais comme une certitude. Cette même certitude qui naît lorsqu'on passe tant de temps invisible et que, soudain, on comprend la valeur d'être vu. Le matin arriva, et avec lui la même mascarade. Il me salua d'un sourire forcé, me demanda si je voulais quelque chose du marché, comme si de rien n'était. Son visage était un masque de normalité plaqué à la hâte. Mais quelque chose avait changé. À présent, je voyais tout de l'intérieur. Chaque mot sonnait faux. Chaque geste semblait un appel silencieux à ce que je confirme la mascarade et le laisse continuer. Mais non. Le temps des apparences était révolu. Je suis allé à son bureau et j'ai déposé une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, aucune preuve, aucun mot menaçant. Juste une vieille photo, nous deux, souriant à une époque où l'amour paraissait encore simple. Et une phrase écrite au stylo. Te souviens-tu du temps où la vérité régnait encore ici? Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la provocation. Je voulais voir combien de temps son silence durerait avant de s'effondrer. La réaction fut plus rapide que je ne l'avais imaginé. Dans l'après-midi, je compris qu'il évitait la maison, prétextant des réunions, des retards, des escapades. Sa distance instaura un nouvel ordre. La peur, jadis mienne, changea d'adresse. C'était comme assister à l'effondrement d'un château sans avoir à en toucher les pierres. Et chacun de ses gestes, chaque mot prononcé avec précaution, chaque regard furtif était un aveu silencieux. Ma fille, en revanche, semblait plus légère. Le poids qui l'accablait s'était mué en attention. Nous nous sommes mis à cuisiner ensemble, riant de nos petites erreurs. Un jour, elle m'a longuement observé, les yeux humides et pleins de questions qu'elle n'osait pas encore formuler. J'ai simplement dit, tout finit par retrouver sa place, même si ça fait mal. Elle a hoché la tête, et le silence qui s'est installé entre nous est devenu une paix que le temps ne peut effacer. Peu à peu, j'ai réalisé que la maison respirait différemment. L'air semblait plus pur, comme si la vérité, même indicible, avait ouvert les fenêtres. La tension était toujours présente, mais muée en attente. Quelque chose se tramait. Une résolution approchait. Et je savais que, lorsqu'elle surviendrait, elle n'aurait besoin ni de cris ni de public. La justice véritable est celle qui se manifeste au moment où l'autre personne comprend que vous n'avez plus rien à prouver. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur le balcon, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant chez moi. J'ai reconnu le moteur avant même de me retourner. Il en est sorti, son costume froissé, les yeux cernés, une mallette en cuir à la main. Il avait changé, ce n'était plus l'homme sûr de lui, mais quelqu'un qui savait que la vérité l'avait rattrapé. Il est entré sans frapper, et le bruit des clés sur la table a sonné comme une reddition. Il me regarda avec le même regard qu'il utilisait autrefois pour demander pardon, mais maintenant il y avait de la lassitude, une faiblesse qu'il ne feignait pas. Il dit simplement, « Je n'arrive plus à dormir. J'ai l'impression que tu me surveilles constamment. » J'esquissai un sourire. « Je me souviens, c'est tout. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Que je me souvienne. » Il prit une profonde inspiration, comme pour avaler son propre poison. À cet instant, je sentis que le rôle était complet. Sa vérité était dévoilée, sans scandale, sans spectacle. Juste le poids exact de ce qui avait été fait. Après son départ, je me suis assise dans le fauteuil du salon et j'ai contemplé le vide laissé par ses aveux. Une absence presque belle. La vengeance, qui m'avait paru être le feu, me semblait désormais l'eau, froide, patiente, modelant tout sur son passage sans bruit. Le pouvoir ne résidait pas dans la destruction, mais dans la certitude que, même s'il tentait de reconstruire le mensonge, les fondations étaient déjà pourries. Ma fille est descendue et m'a trouvé là, immobile. Elle m'a demandé si j'allais bien.
J'ai dit oui. Et j'allais bien, d'une manière nouvelle. Une paix qui naît lorsque la douleur comprend qu'elle a rempli son rôle. Je l'ai regardé et, un instant, j'ai entrevu ce qui allait suivre. La continuité, la possibilité de reconstruire sans hériter des ruines. La fin était proche, je le sentais. Mais la fin, j'ai découvert, n'est jamais une chute. C'est un miroir. Il reflète ce que chacun est devenu après tout ce qu'il a traversé. Je me suis enfin vue entière. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes, en entendant cette histoire, s'y reconnaissent un peu. Car parfois, il suffit d'un regard attentif pour comprendre où se trouvait la vérité depuis toujours. Et de partager en commentaire ce qu'elle a éveillé en chacun de nous. La maison se tut alors. Un silence salutaire, lourd de sens. L'horloge se remit à tic-taquer, et pour la première fois, je n'étais plus pressé. Il y avait quelque chose de sacré dans cet intervalle entre ce qui est perdu et ce que l'on choisit de conserver. Et je savais que la suite ne serait pas la destruction, mais la renaissance. Mais avant cela, il restait encore un dernier règlement de compte à faire. Et il viendrait avec la sérénité des choses qui connaissent leur propre valeur. Le lendemain matin, un silence différent régnait, une immobilité qui précède une révélation. Le soleil filtrait à travers les rideaux et traçait des raies sur le sol, comme un rappel que le temps continuait, même quand les certitudes vacillaient. La maison semblait suspendue entre deux mondes, celui du mensonge qui s'effritait et celui de la vérité qui n'avait pas encore atteint sa pleine expression. Il restait à l'étage, enfermé, arpentant la pièce comme un animal qui réalise que sa cage est sa propre construction. J'entendais le craquement du plancher sous ses pas irréguliers. Chaque gifle était une confession muette. J'ai descendu les escaliers avec précaution, le corps léger, mais le cœur en alerte. La cuisine embaumait le café frais et avait un goût d'anticipation. J'ai posé 2 tasses sur la table. Une pour moi, l'autre pour lui, un geste simple, mais lourd de sens. Le bruit du liquide chaud qui remplissait la porcelaine était presque hypnotique. Parfois, le quotidien est le théâtre le plus cruel de la vérité. C'est là, entre les gestes répétés et les routines communes, que le masque tombe complètement. Il descendit lentement. Le visage pâle, la barbe non rasée, les yeux cernés. Un homme qui avait pris l'habitude de maîtriser le cours des événements et qui, désormais, ne savait plus quoi faire sans le scénario. Il s'assit en face de moi, en silence. J'attendis. Il regarda la tasse sans la toucher. « Que voulez-vous que je dise ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Je pris une profonde inspiration. Rien. Parfois, le non-dit en dit long. Son regard vacilla, et un instant, je vis le reflet de l'homme que j'aimais, perdu, épuisé, trop humain pour continuer à feindre. Mais la compassion est un terrain dangereux. La même main qui accorde le pardon peut rouvrir la plaie. À chaque mot qu'il n'a pas prononcé, je me souvenais de ce qui m'avait été volé. Non pas l'argent, ni le nom, mais la paix de croire en quelqu'un. L'amour, lorsqu'il meurt, ne disparaît pas instantanément. Il se décompose peu à peu, et seule demeure l'odeur nauséabonde du mensonge. Ma fille entra dans la pièce à ce moment-là, les cheveux défaits, le regard partagé entre la peur et le soulagement. Elle paraissait plus âgée, comme si les dernières heures lui avaient volé des années de jeunesse. Elle resta là, à observer, et dit simplement « Papa, j'ai vu ce que tu lui as montré. Je crois qu'il comprend maintenant. » Il leva les yeux et, pour la première fois, je vis des larmes. Elles n'étaient ni nombreuses, ni assez sincères pour guérir, mais suffisantes pour révéler qu'il s'était enfin vu lui-même. Le sifflement de la bouilloire sur le feu rompit le silence. Je m'approchai, coupai le feu et observai la vapeur s'élever, comme si l'air chaud emportait tout ce qui n'avait pas encore été dit. Parfois, pardonner, c'est simplement décider de se libérer d'un fardeau. Mais se libérer, ce n'est pas oublier. C'est laisser la douleur trouver un autre refuge. Les jours suivants, il partait plus tôt, rentrait plus tard. Cette routine semblait masquer ce qui était déjà décidé. Je ne lui ai pas demandé où il allait. La maison s'adaptait à son absence comme le corps s'adapte à l'absence d'un membre trop douloureux pour y rester. Ma fille, peu à peu, a elle aussi recommencé à rire. Son rire résonnait dans les pièces, preuve que l'espoir ne meurt pas, il s'endort seulement. Un après-midi, j'ai trouvé sur son bureau une lettre ouverte, à moitié écrite. L'écriture était tremblante, mais claire. Je ne sais pas comment m'excuser sans paraître insignifiant. Je ne sais pas si je le mérite. J'ai lu jusqu'au bout de la page et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de signature. La feuille restait là, entre le vide et le regret. Je l'ai gardée dans le tiroir, non par pitié, mais par respect pour ce qu'elle représentait. La prise de conscience tardive d'un homme qui, enfin,
comprenait le mal qu'il avait fait. Ce soir-là, assise sur le perron, je laissais le vent me confier des secrets. Le ciel était lourd, chargé de nuages qui dissimulaient les étoiles. Je respirais l'odeur de la terre humide, et un vieux souvenir me revint en mémoire, le jour de mon mariage, quand le monde me paraissait encore simple et l'avenir embaumait les fleurs. Je fermai les yeux et compris combien cette femme en robe blanche vivait encore en moi, mais désormais marquée par des cicatrices qui la rendaient plus forte. La porte s'ouvrit derrière moi. Il apparut dans la pénombre, le visage entre ombre et lumière. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il. J'acquiesçai sans le regarder. Nous restâmes silencieux. Seuls les bruits de la rue parvenaient à percer le silence. « Me détestes-tu » demanda-t-il au bout d'un moment. Je pensais à répondre, mais les mots me semblaient trop faibles. Alors je me contentai de dire « Je me souviens ». Il baissa la tête, et le vent emporta le reste du dialogue jamais prononcé. Nous restâmes là, deux êtres prisonniers du même temps, mais de part et d'autre de la mémoire. La lune émergea des nuages et illumina le jardin. Sa pâle lueur faisait scintiller les feuilles comme de petites vérités. Je compris, à cet instant, qu'il n'y avait plus rien à prouver. Son châtiment ne dépendait pas de moi. Il devrait désormais le porter. En entrant, la maison était calme, presque vivante. Ma fille dormait sur le canapé, des livres éparpillés sur le sol. L'horloge affichait la même heure qu'à l'ordinaire, mais le temps était différent. Je suis resté là un instant, observant cet espace qui m'avait jadis étouffé et qui semblait désormais respirer avec moi. Et j'ai compris que le véritable souvenir ne résidait pas dans les preuves que j'avais rassemblées, mais dans la paix que j'avais retrouvée. L'aube approchait, et toute la maison semblait retenir son souffle. Car la vérité, même lorsqu'elle s'installe, ne se fiche jamais. Elle continue de grandir en silence, éclairant ce qui reste à révéler. Et je le savais, quelque chose de plus m'attendait, un dernier fragment d'une histoire qui devait encore émerger des ténèbres. Ce matin-là, le silence avait quelque chose de différent. Il n'était plus le même qu'avant, lourd et vigilant. Il était différent, profond, pur, presque sacré. Je marchais pieds nus dans la maison, écoutant le doux claquement de mes pas sur le sol froid. Chaque recoin, chaque meuble, semblait avoir acquis une nouvelle signification. Le salon, jadis théâtre de disputes étouffées, était désormais un territoire neutre, un espace d'attente. Les murs, qui avaient déjà entendu mensonges et faux-semblants, semblaient respirer au rythme de mes pas. Il y avait dans l'air quelque chose qui annonçait un tournant invisible, comme le moment précis où la marée commence à se retirer sans que personne ne s'en aperçoive. Sur le canapé, ma fille dormait profondément, le visage serein, le corps détendu, les épaules enfin libérées de toute tension. La douce lumière de la lampe se reflétait dans ses cheveux, et un instant, je la revis enfant, petite, vulnérable, pleine de rêves que je croyais pouvoir protéger du monde. Je lui effleurai la main et elle murmura quelque chose qui ressemblait à « pardon » avant de se rendormir. Je souris en silence. Parfois, le pardon n'a pas besoin d'être prononcé. Il se manifeste par de petits gestes, par des attentions qui effacent le poids du ressentiment. L'horloge murale affichait 14h15. À chaque tic-tac, je sentais le passé s'éloigner un peu plus. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu le jardin illuminé par la lune. Les feuilles humides ondulaient doucement et le vent portait le parfum de la terre vivante, le même parfum que celui que j'avais senti lorsque j'avais planté le premier semis dans ce jardin, des années auparavant. Je me suis souvenu de la façon dont il m'observait de loin à l'époque, disant que « il n'y a pas de temps pour les fleurs ». Et comment, malgré tout, je les avais plantées. Maintenant, le jardin fleurissait même après la tempête. Peut-être que l'amour est cela, ce qui survit quand tout le reste s'effondre. J'ai entendu un léger bruit venant du couloir. La porte de sa chambre s'est ouverte. Il est descendu lentement, d'un pas hésitant, comme quelqu'un traversant un champ de mine. Il portait les mêmes vêtements que la veille, mais son regard était différent. Une lassitude nouvelle, un poids qui semblait plus spirituel que physique, l'habitait. Il s'est arrêté devant moi, sans dire un mot. Un instant, le temps s'est figé. Je l'ai fixé du regard et j'ai réalisé à quel point nous étions devenus étrangers, même sous le même toit. Je ne sais pas comment continuer, finit-il par dire. Sa voix était rauque, son visage tendu. Tu n'as pas besoin de savoir, répondis-je. La vérité arrive lentement. Il hocha la tête, les yeux embués, et un instant, je repensai à tout ce que nous avions été. Nos rêves, nos projets avortés, l'affection perdue entre la peur et l'ambition. Il y avait là une sorte de deuil silencieux,
mais aussi quelque chose qui ressemblait à une libération. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, jeta un dernier regard en arrière et dit simplement « Je pars quelque temps ». Je ne demandais pas où. Je laissai simplement l'absence s'installer. Quand la porte se referma, la maison laissa échapper un soupir. C'était comme si, enfin, elle aussi était libre. Assise sur le perron, j'attendais l'aube. Le ciel commença à s'éclaircir lentement, teintant tout de bleu et de rose, comme une cicatrice qui apprend à être belle. La rue s'éveilla dans le silence. Un chiot aboya au loin, un oiseau traversa la cour. Et je restais là, respirant l'air nouveau qui se formait entre une fin et un nouveau commencement. J'ai repensé à tout ce que j'ai appris ces derniers jours. Cette vérité a un prix, mais elle est aussi source de bienfaits. Elle ne guérit pas instantanément. Elle nous apprend à vivre avec les blessures jusqu'à ce que la douleur se transforme en force. Je me suis souvenu des fois où je me suis effacé pour me fondre dans la masse, des excuses que j'inventais par peur de la solitude, des mots que j'avalais pour préserver la paix. À présent, j'ai compris. Le silence qui m'opprimait autrefois est le même qui me protège aujourd'hui. Je suis rentré et me suis assise à la table de la cuisine. Le soleil commençait à inonder le sol de ses rayons dorés, traçant des traînées lumineuses entre les chaises. J'ai pris un stylo et un carnet. J'ai commencé à écrire ce dont je me souvenais, ce que je ressentais, ce que je ne pouvais plus garder pour moi. Les mots sortaient lentement, mais fermement. Chaque ligne semblait libérer un fragment de mon histoire. Écrire, c'était comme respirer après une longue immersion. Alors que j'écrivais, j'ai entendu de légers pas. C'était ma fille, les yeux encore ensommeillés. Elle s'est approchée, m'a regardé et a demandé « Il est parti ?» J'ai simplement secoué la tête. Elle s'est assise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule et a dit « Maintenant, il n'y a plus que nous deux, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, sa présence chaleureuse me réconfortant. « Oui, ma fille. Juste nous deux. » Mais ce n'était jamais rien. Nous sommes restés là, à regarder le soleil se lever, le temps s'écouler et le silence se transformer en douceur. Un instant, j'ai cru que la vie avait toujours été ainsi. Une répétition éternelle entre la perte et la continuation. Lumière et ombre, culpabilité et nouveau départ, souvenir et oubli. Rien ne finit vraiment, tout se transforme. Et je savais, avec le calme de celle qui a survécu à son propre chaos, qu'il restait encore quelque chose à découvrir. Une dernière pièce, infime, peut-être cachée là où on l'attend le moins. L'horloge afficha de nouveau l'heure exacte. Et, tandis que les bruits du jour remplissaient la maison, je compris qu'un véritable nouveau départ ne commence pas lorsqu'une personne s'en va, mais lorsque nous décidons enfin de rester entiers, présents, éveillés. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui me disait que l'histoire n'était pas encore terminée. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand j'ai fermé mon carnet et posé mon stylo sur la table. Dehors, le monde continuait son cours, mais en moi, quelque chose avait irrémédiablement changé. C'était étrange de constater comment le silence pouvait se muer en une forme de réconfort quand la douleur trouvait enfin sa place. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la maison baignée d'une lumière nouvelle, une lumière qui ne vient pas seulement du soleil, mais aussi de l'intérieur. Cette même maison qui m'avait paru une prison respirait désormais à mes côtés, libre, spacieuse, vivante. Je me suis dirigé vers le miroir du salon. Pendant si longtemps, je l'avais évité, craignant d'affronter le reflet de celle que j'avais été. À présent, je me voyais là, sereine. Les rides autour de mes yeux racontaient des histoires, non des échecs. Ces rides étaient les marques de la survie. J'ai touché le verre froid et j'ai compris. Pour la première fois depuis des années, je ne cherchais plus le regard de personne. Je me suffisais à moi-même. Ma fille apparut sur le seuil, le visage encore empreint de la sérénité retrouvée. Il tenait une tasse de café à la main et arborait ce sourire qu'on ne voit qu'après l'orage. « Il va encore pleuvoir ?» demanda-t-il en observant le ciel qui s'assombrissait. Je ris. Peut-être. Mais maintenant, je sais que la pluie ne détruit rien. Elle ne fait que révéler ce qui a besoin d'être revu. Elle s'est assise à côté de moi, et nous avons regardé le vent agiter les rideaux. Leur bruissement était presque une musique. J'ai pensé à cette étrange capacité de la vie à faire renaître la beauté là où la peur a vu le jour. Et, en un instant, j'ai compris que ce que j'avais cherché tout ce temps n'était pas la vengeance. C'était la lucidité. C'était le courage d'avancer sans avoir besoin d'effacer le passé. Son souvenir, désormais lointain, ne pesait plus lourd. Il est parti sans adieu, sans lettre, sans grande promesse. Et, d'une certaine manière, cela suffisait.
Son absence n'était plus un vide, mais un espace où mon nouveau départ trouvait enfin sa place. J'ai appris que toute perte n'est pas une punition. Parfois, c'est une libération déguisée. Je suis allé au jardin. Les fleurs que j'avais semées avaient résisté au vent de la nuit précédente. Des gouttes de rosée perlaient sur les pétales, et le parfum de la terre humide me fit sourire. Chaque couleur semblait plus intense, chaque détail plus net, comme si le monde me rendait les fragments que j'avais laissés derrière moi. J'inspirais profondément et laissais l'air pénétrer lentement, emplissant ce qui était auparavant vide. Ma fille s'est approchée et m'a pris la main. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » a-t-elle demandé. J'ai regardé l'horizon et j'ai répondu lentement. « Maintenant, on vit. Dans la vérité. Dans le calme. » Elle a hoché la tête, et le silence entre nous était une promesse d'avenir. Je suis rentré et me suis regardé une dernière fois dans le miroir. Plus aucune ombre ne se reflétait, seulement de la lumière. Et là, dans la douce lueur du matin, j'ai compris ce qui avait toujours été évident. Nul besoin de feindre l'amnésie pour découvrir qui nous aime vraiment. Parfois, il suffit de cesser de s'oublier soi-même. J'ai fermé les fenêtres, laissé le vent s'échapper et me suis rassis dans le fauteuil. L'horloge murale affichait 11h45. Le même son qu'à l'ordinaire, mais avec une signification différente. Le temps, cet ancien ennemi, était devenu mon allié. Il n'efface pas, il mûrit. Et avec lui, j'ai appris que la mémoire, aussi douloureuse soit-elle, est la carte qui nous ramène à notre essence même. À l'aube, j'ai ressenti le besoin impérieux de tout consigner, non comme une lamentation, mais comme un témoignage. L'histoire d'une femme qui a faim d'oublier le monde pour se retrouver elle-même. L'histoire de celle qui a découvert que l'amour sans respect n'est qu'une illusion déguisée en abri. Et que, lorsque la dignité s'éveille, nul ne peut l'endormir. J'ai repris le carnet et écrit la dernière ligne. Ce souvenir, c'est ma façon de ne plus jamais me perdre. J'ai refermé les pages avec précaution, comme pour clore un cycle sacré. Le bruit du couvercle qui se refermait a résonné dans la maison, avec le poids d'une fin et la légèreté d'un nouveau départ. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi chaque étape de cette histoire, c'est que vous comprenez, vous aussi, le pouvoir d'un nouveau départ. Peut-être ai-je ressenti un écho en moi-même à un moment donné, un souvenir, une blessure similaire. Si vous l'avez ressenti, alors vous le savez déjà, la force ne vient pas de ce que nous surmontons, mais de ce que nous choisissons de ne pas laisser nous briser. Et c'est pourquoi des histoires comme celle-ci continuent. Parce que chaque personne qui s'y reconnaît allume une lueur d'espoir sur le chemin. La pluie a enfin commencé. De minuscules gouttes crépitaient contre la vitre, comme si le ciel lui-même voulait se joindre à la fin. J'ai fermé les yeux et me suis laissé bercer par le bruit. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit de la pluie n'apportait pas la tristesse, mais la vérité. Et si ces mots vous ont touché, laissez une trace. Non pas pour moi, mais pour vous-même. Car chaque histoire de libération mérite d'être témoignée. Et la mienne, enfin, s'est écrite avec le seul souvenir qui compte, celui de qui je suis vraiment.